Comment devenir rentier immédiatement? Alors, est-ce que c'est possible? Ça, on va le voir. Mais Kevin, on va partir de la base. Si tu devais recommencer l'investissement aujourd'hui, par quoi est-ce que tu commencerais? Je pense que je commencerai immédiatement par un immeuble de rapport. Pourquoi? Parce que au final, ce que tu vas effectuer en termes de travail et en termes de procédé avec un appartement, c'est l'identique avec un immeuble de rapport. Je m'explique. Disons que le processus est toujours le même, c'est-à-dire que tu vas trouver un bien immobilier, tu vas aller tu vas le négocier, etc. Tu vas faire un prêt à la banque, tu vas chez le notaire et tu signes ton acte authentique, tu fais tes travaux et c'est terminé, d'accord? Ça, c'est pour un seul appartement. Maintenant, si je fais exactement la même chose avec un immeuble de rapport, ce sera exactement le même procédé, mais je peux tout de suite disposer de 4 à 5 logements. C'est-à-dire que ce que je dis là, ça dépend de la capacité d'emprunt. Bien sûr, les personnes qui n'ont pas la capacité d'emprunt nécessaire pour commencer directement avec un immeuble de rapport, il est logique de commencer par justement un appartement. C'était d'ailleurs mon cas et c'est pour ça que j'ai dû, par contrainte, commencer par des petits appartements, les rénover, etc., pour ensuite bifurquer sur des immeubles de rapport. Mais si j'avais la possibilité demain de tout recommencer et la capacité financière nécessaire pour faire ce que je souhaite, j'aurais directement commencé par des immeubles de rapport pour ne pas perdre de temps, avoir tout de suite une multitude d'appartements et recréer l'opération maintes et maintes fois, simplement et toujours avec des immeubles. Oui, c'est-à-dire que quand tu achètes un immeuble de rapport qui a 5 appartements, c'est pas comme si tu achètes 5 fois un appartement. Les formalités, tu les fais qu'une fois. Alors, tu as raison de souligner, ça dépend de la capacité d'emprunt, parce que quand j'ai changé de banque, je suis allé voir la banque en disant je souhaiterais acheter un immeuble de rapport à 250 000 euros. Ils m'ont dit mais non, on peut pas, c'est trop en une fois. Par contre, j'ai pu acheter 5 appartements à 100 000 euros, ça les a pas dérangés. Alors je leur ai dit quand même, mais expliquez-moi là, 250 000 euros vous financez pas, mais 5 fois 100 000 vous financez. Et en fait, il y a des effets de seuil. En dessous de 100 000 euros, ils sont plus détendus en disant à 100 000 euros on peut financer plusieurs fois, vous avez la capacité d'emprunt, mais pas une fois 250 000. Ce qui a changé par la suite, parce que effectivement, j'ai fait mes preuves, j'ai montré que je pouvais rembourser les crédits, que j'encaissais les loyers. Mais au départ, premier contact avec une nouvelle banque, ils m'ont dit non, on ne finance pas un immeuble de rapport. Alors c'est vrai que suivant les régions, 250 000 euros pour un immeuble de rapport, ça peut paraître peu. Dans certaines régions, c'est le prix d'un appartement. À l'époque, quand j'ai fait ça, l'immeuble de rapport, c'était 250 000 euros et la banque a refusé. Donc l'immeuble de rapport, il y a différents avantages, mais ça c'en est un, mais il faut la capacité d'emprunt. Alors, est-ce qu'un autre moyen de devenir rentier, c'est faire de la location courte durée? Alors, t'as pas que la location courte durée, tu as plusieurs possibilités, mais la location courte durée, à mon sens, c'est celle qui n'a pas vraiment de limite. Si tu prends par exemple un immeuble de rapport où tu achètes un immeuble de rapport, tu le rénoves, etc. et tu le mets en location nue, tu vas avoir sur une base de 250 000 euros par exemple, tu vas avoir un crédit d'environ à l'heure actuelle 1 500 euros par mois et tu vas peut-être dégager, en prenant en considération que l'immeuble dispose de 5 appartements, tu vas avoir à peu près un cash flow de 1 000 euros si on prend le principe que chaque appartement soit loué 500 euros par mois. Donc tu peux en fait dégager de la marge avec de la location nue, mais ça ne sera pas aussi explosif qu'avec de la location saisonnière. Je te reprends le même exemple, toujours avec cet immeuble de rapport. Tu as toujours cette mensualité de 1 500 euros, mais là par contre, tu rentres plus 500 euros par mois. Tu rentres 2 000 euros de chiffre d'affaires par appartement et il te reste un bénéfice net par logement de 1 000 euros. Ce qui fait que derrière, toi, au lieu de rentrer 2 500 euros de loyer, tu rentres 4 000 euros net en ayant déduit l'intégralité de tes charges qui comprend également les 1 500 euros de crédit. D'accord. Ce qui fait que derrière, tu rentres avec un bénéfice net de 4 000 euros par mois, tout payé, tout inclus. Et les 4 000 euros par mois de bénéfices nets sont imposables? Ils sont imposables
ils sont imposables de plusieurs façons. Ça dépend de comment tu as fait ton montage fiscal. Est-ce que tu as acheté en nom propre? Est-ce que tu as acheté en SCI? Est-ce que tu as acheté en SASU? Est-ce que tu as acheté en indivision? Parce que là, à partir de ce moment-là, eh bien, tout sera divisé par le nom d'indivisaire, ça se dit? D'indivisaire. Et pareil par rapport à la société. Donc, si tu es à l'IS ou à l'IR, donc petite parenthèse, l'IS, donc l'impôt sur les sociétés, l'IR, l'impôt sur le revenu. Mais dans tous les cas, effectivement, tu payeras des impôts, mais pas forcément tout de suite. Pas forcément tout de suite, puisque tu pourras mettre en place une multitude de déductions possibles en fonction du régime fiscal que tu auras choisi. Par exemple, étant en loueur meublé professionnel, donc je suis dans le régime du BIC, donc bénéfice industriel et commercial, je dispose de plusieurs options. J'ai un abattement de base de l'ordre de 50% de mes loyers. J'ai la possibilité d'opter pour la location meublée touristique étoilée, ce qui me procure un abattement de 71% de déduction d'impôt. Et on a le régime du réel qui me permet de déduire l'intégralité de mes charges mensuelles de par mon activité. Tu cumules la déduction de 71% et les frais réels. Alors tu peux pas le cumuler, c'est l'un ou l'autre. Ouais, c'est l'un ou l'autre. D'accord. C'est-à-dire que tu peux avoir soit l'abattement forfaitaire unique de base qui est de l'ordre de 50%, ou alors, je parle bien pour la location meublée, attention à ne pas confondre avec la location nue ou autre mode de location. Donc tu as le régime BIC donc à 50% de réduction, tu as les 71% qui comprend l'abattement forfaitaire pour les locations meublées touristiques et tu as le régime du réel. Moi j'ai opté pour le régime du réel, pourquoi? Parce qu'il était plus avantageux pour moi de passer par ce régime-là étant donné que j'avais une multitude de charges déductibles. Maintenant, au bout d'un certain temps, forcément, je vais avoir des charges qui seront amoindries puisque le capital va baisser, l'amortissement va baisser, je vais avoir également le prêt travaux, ou plutôt les travaux, à un moment donné, on va arriver à zéro, donc du coup, mon montant de charge sera moins important dans la durée. En fonction de ça, il faudra effectuer un arbitrage et cet arbitrage me reconduira vers une éventuelle location meublée touristique avec un abattement forfaitaire de 71%. Car à ce moment-là, ce sera beaucoup plus avantageux pour moi d'avoir les 71% que d'être au régime réel. Car j'aurai un montant de charge, encore une fois, qui sera plus assez important pour que le réel soit l'aspect le plus avantageux pour moi. D'accord. Alors pour toi, être rentier, ça veut dire quoi? Pour moi, être rentier, ça dépend déjà de chaque personne, puisque chacun a sa définition propre de rentier. Moi, rentier, et souvent les personnes, ils disent, bon, avec 1500 € par mois, ça me remplace mon salaire, donc je suis rentier immobilier. Effectivement, c'est possible, c'est un cas de figure tout à fait envisageable. Si ton train de vie est de 1500 € et que tu peux remplacer ton salaire actuel de 1500 € avec de l'immobilier pour la même somme, tu peux te considérer comme étant rentier immobilier. Alors je parle pas du montant, hein. J'ai pas dit être rentier c'est combien, mais c'est quoi en termes d'activité? Alors justement pour moi en fait en termes d'activité, ça prend en considération justement la partie financière, mais être rentier c'est une personne, pour répondre concrètement à ta question, c'est une personne qui peut vivre de ses loyers. Aussi simple que ça. Ça, c'est ma définition du rentier. Ça me paraît cohérent. La personne qui est rentier immobilier peut, s'il le souhaite, arrêter son activité principale en tant qu'employé, en tant qu'employeur, éventuellement, de par sa société ou autre, et vivre pleinement de ses investissements immobiliers. Pour moi, c'est ça, être un rentier immobilier. Et est-ce qu'on peut considérer l'achat de la résidence principale comme un investissement? Alors, on peut considérer l'achat d'une résidence principale comme un investissement. Encore une fois, ça dépend de la vision de la personne. Il y a des gens comme moi qui vont pas forcément privilégier la résidence principale, car malheureusement, à un moment donné, en fait, si tu veux, la banque, elle a un raisonnement qui est assez illogique à mon sens, où ils vont te dire, bon, investir dans l'immobilier, c'est bien, mais d'abord, achetez votre résidence principale. Toi, tu vas du coup écouter ton banquier, puisque c'est les conseils d'un financier, donc du coup, forcément, c'est le banquier qui a raison. Tu vas du coup acheter ta résidence principale, mais au moment où tu vas acheter ta résidence principale, tu vas te retrouver bloqué avec un taux d'endettement trop important pour continuer des investissements en location, en investissement locatif. Et ça, c'est malheureusement la grosse problématique quand, à mon sens, on achète une résidence principale
en premier lieu, car très souvent les banquiers vont dire bon mais là ça va pas, on peut pas faire de l'investissement locatif, vous avez atteint le plafond. Tandis que si tu fais le sens inverse, donc tu achètes du locatif, ton banquier va voir que tu gères ton investissement immobilier, qu'il n'y a pas de souci, etc. Il va te reprêter pour d'autres investissements immobiliers ou par la suite pour un investissement de type résidence principale. Je souscris entièrement avec ton point de vue parce que c'est le mien également. Le fait d'emprunter pour faire de l'investissement locatif, ça ne vient pas impacter considérablement la capacité d'endettement. Mais si on met toute sa capacité d'endettement au remboursement, si on la consacre au remboursement du crédit pour l'achat de la résidence principale, on ne peut plus investir par la suite. On n'a plus de fonds. Il y a une nuance qui est une possibilité, c'est que si on ne consacre pas la totalité de sa capacité d'investissement pour l'achat de sa résidence principale, dans la mesure où la résidence principale peut devenir un investissement, si on choisit d'acheter une résidence principale qui n'est pas la plus chère possible, mais qui est une rénovation qu'on va effectuer de façon à pouvoir revendre au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, la résidence principale, dans la mesure où il n'y a pas d'imposition sur la plus-value quand c'est une résidence principale. Et donc, ça permet aussi de dégager une somme de cash qui peut être bien supérieure au montant des loyers qu'on aurait encaissés pendant cette durée-là. Pour moi, c'est le seul cas où la résidence principale est un investissement. Oui, tout à fait, puisque c'est vrai qu'on a justement l'exonération sur la plus-value en cas de revente de résidence principale, et il peut être intéressant de contacter son banquier et d'effectuer l'achat d'une résidence principale pour éventuellement effectuer un achat-revente en tant que particulier. Ce n'est ni plus ni moins que ça. À partir du moment où vous avez du coup effectué cette vente et récupéré ce bénéfice-là, vous pouvez du coup injecter ce bénéfice pour acheter plusieurs appartements ou acheter directement un immeuble de rapport.